Notre second débat, il est, vous savez qu'on le fait régulièrement, volontairement décalé de l'actualité du jour. On prend du recul pour analyser un phénomène venu des États-Unis qui semble s'imposer en France. Le Big Quit ou la grande démission. Où sont passés les salariés? On fait la liste des secteurs en tension pour commencer avec ce sujet signé Jonathan Dupriez. Crise de sens, reconversion, voire démission. Le Covid semble avoir bousculé les aspirations des Français en matière de carrière et de fait impacter leur vision du travail. La période Covid correspond à deux tendances qui se croisent. La première, c'est l'émergence d'une conscience des bullshit jobs, qui n'avait pas attendu le Covid pour pointer le bout de son nez. Et la deuxième est la prise de conscience brutale des métiers utiles, voire essentiels, qui n'étaient pas forcément là où on les attendait. Le marché du travail a été de fait modifié par la crise sanitaire. Des secteurs entiers peinent à recruter alors que l'offre est pléthorique. Au premier trimestre 2022, 1 million de postes étaient à pourvoir, dont la moitié en CDI, un chiffre en trompe-l'œil dans le détail. Certaines branches comme les services à la personne, le commerce et la vente, mais encore l'hôtellerie et la restauration, où près de 140 000 postes sont à pourvoir, ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Des métiers aux conditions difficiles, peu rémunérateurs et très peu adaptables au télétravail. Ils découragent. On est dans des secteurs qui ont été très touchés par la crise, qui pour beaucoup se disent encore touchés aujourd'hui, donc avec une activité affaiblie, malgré les tensions sur le recrutement. Mais donc ça joue aussi dans la défaveur, dans le fait que les salariés ne sont pas forcément très enclins à y retourner, en disant que c'est des secteurs qui sont dans une dynamique moins favorable que d'autres. Donc autant aller vers les autres, d'autant que ce sont des secteurs avec des conditions de travail relativement défavorables. D'autres secteurs doivent s'attendre à une très grande tension à venir, notamment les métiers de la santé. Selon le ministère du Travail, 3 millions de personnes seront en perte d'autonomie d'ici à 2030 et auront besoin d'être prises en charge par des professionnels de santé. Où sont passés les salariés? Voilà la question à laquelle on va répondre tout de suite dans ce débat avec Maëlys Igbigi. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences, chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Stéphanie Villers, bonjour, bienvenue. Vous êtes économiste à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. J'accueille également Benoît Serre, directeur des ressources humaines de L'Oréal France et vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. On a également avec nous en duplex Jean-Claude Lavorel, qui est le président du groupe Lavorel Hôtel. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. The Big Quit, je parlais de ce phénomène américain, Maëlys Igbigi. Est-ce que la France vit aussi une grande démission ? Alors c'est difficile à savoir, on a des chiffres qui nous indiquent qu'on irait peut-être vers ça, mais bon, ce serait à confirmer. Donc ces chiffres, c'est la hausse continue en fait des ruptures conventionnelles et des démissions qui sont mesurées par le ministère du Travail. Ouais. Et puis on a aussi donc un autre organisme, le CEREC, qui nous dit que 35% des jeunes s'interrogent sur leur avenir professionnel depuis la crise sanitaire. Et un autre indicateur qu'on pourrait citer, c'est celui des demandes de bilan de compétences qui pourrait atteindre 100 000 donc à la fin de l'année. C'est beaucoup plus que d'habitude, ça ? Alors, la Caisse des dépôts nous dit que c'est beaucoup plus que d'habitude, mais on n'a pas trop d'antériorité sur les chiffres, donc du coup c'est difficile de dire vraiment s'il y a une grosse évolution, mais en tout cas il y a des gens qui s'interrogent sur l'avenir professionnel, ça c'est sûr. Ouais. Alors mes chiffres ils recoupent les vôtres, je pense qu'on se rejoint. 1 600 000 salariés en CDI qui ont donné leur démission en 2021, ça c'est une source INSEE, plus 26%, c'est quand même un chiffre assez frappant. Et puis il y a aussi ce sondage Opinionway, ça rejoint ce que vous disiez, 35% des Français ont envie de démissionner, 42% chez les moins de 35 ans, étude Opinionway qui date du mois de mai dernier. Est-ce que, Stéphanie Villers, si on prend un peu de recul, on voit quand même un phénomène en cours. Est-ce que c'est un phénomène inédit qui frappe notre pays? Alors déjà, oui, la pénurie de main-d'œuvre, c'est relativement inédit. Je vous rappelle qu'on a quand même vécu des décennies avec un taux de chômage très élevé, qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage record, parce qu'à 7,3% de la population active, on n'avait pas connu ça depuis la dernière crise de 2008. Ce qui laisse, en fait, ce qui explique que les démissionnaires ont en perspective leur capacité à retrouver facilement un emploi. Lorsque, effectivement, la dynamique est enclenchée, je vous rappelle que l'année dernière, il y avait quand même une croissance, on était en situation de reprise, on avait un PIB qui augmentait à plus de 7%.
confinement. Donc ça a un peu galvanisé les troupes et le marché du travail. Et ça donnait espoir aux salariés d'améliorer ou leurs conditions de travail ou leur salaire. Oui, mais alors même si on est à 7,3%, effectivement, niveau record depuis, donc, vous le disiez, 14 ans, il y a encore 2 millions et quelques de chômeurs. Donc, oui. moi, c'est quelque chose, c'est vraiment basique ma question, mais comment ça s'explique ? Comment les deux phénomènes s'expliquent ? Comment il peut y avoir encore 2 millions de chômeurs alors qu'il y a tant de gens qui sont en train de chercher un nouveau job, quoi ? Oui, alors en fait, on voit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs d'après Covid, où en fait les gens se sont retrouvés avec un salaire trop faible par rapport à des horaires décalés. On a vu par exemple pendant toutes ces périodes Covid ce qu'on appelait les emplois essentiels. Ces emplois essentiels, que ce soit dans la santé, mais aussi les caissières, dans la distribution, les bouchers, tous ces gens. Le transport, on a fait un sujet il y a quelques semaines sur les chauffeurs de car. Il manque 7 à 8 000 chauffeurs de car à la rentrée. Là, c'est quand même. Voilà, ce temps de pause, en fait, pendant le confinement, ces 8 semaines notamment, a redistribué les cartes parce que les salariés se sont dit mais pourquoi moi je dois à ce salaire-là me sacrifier et avoir avec des horaires à ce point-là contraints. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui en situation de reprise parce que c'est quand même le cas quand l'économie s'est réouverte, les gens se sont mis à consommer et on a vu un boom dans la restauration notamment et avec des salariés qui étaient plus d'accord de revenir à des conditions passées. Donc il y a une nécessité ça fait une pression sur les salaires et puis ça va même au-delà de ça, c'est que maintenant les conditions de travail doivent changer, c'est-à-dire que le salarié impose en fait de nouvelles règles. On y reviendra évidemment et notamment sur les solutions, les leviers qu'on peut collectivement imaginer. Benoît Serre, est-ce on reste dans le constat là, dans une période un peu de transition finalement où il y a pas mal de salariés qui se cherchent, ce que je comprends, qui n'étaient pas satisfaits de leur situation et qui n'ont pas encore trouvé une nouvelle. Est-ce que c'est ça l'explication principale ? Je ne sais pas s'il y a une explication principale parce qu'on a tout ce qui a été évoqué. Effectivement, il y a une reprise économique. Les entreprises sont confrontées au fait que tout d'un coup, il n'y a plus de chômage de masse. On s'était habitué. Ouais. Après, vous avez la question, effectivement, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que les gens évaluent maintenant le champ de contraintes par rapport à la rémunération et ils ont fait évoluer leurs critères en réalité. Et comme vous avez un système où finalement on trouve un emploi, la crainte de ne pas le trouver a affaibli, donc les gens partent plus tranquillement en se disant de toute façon je vais en retrouver un assez vite et si vraiment en cas d'urgence, je sais que j'en prendrai un avec des contraintes. Mais pourquoi il y a encore 2 millions de chômeurs alors ? Mais parce que vous avez des tas de métiers où les gens pour le coup se disent à date, ça ne vaut pas le coup d'être payé ce prix-là pour avoir des horaires décalés, des horaires découpés, etc. Et donc il dit de toute façon j'ai moins peur entre guillemets. Parce que si jamais, à un moment, je peux vraiment plus vivre parce que j'ai plus... de toute façon, je serai embauché tout de suite. Donc tout le monde se regarde un peu, en quelque sorte. Ouais. Et puis après, ça, c'est des choses qui sont très immédiates. Et puis vous avez des causes potentielles où il y a une vraie attente, moi je le vois, en termes d'attente, d'organisation du travail, évidemment le télétravail, évidemment, de qualité de vie au travail, de sens des choses. Il y a une vraie attente et d'une certaine manière, une forme d'impatience à ce que les entreprises, et c'est difficile, je en témoigne, tirent les conséquences de ce qu'ils ont vécu pendant 1 an et demi. Ils ont découvert qu'un nouveau modèle d'organisation, ça marchait quand même. Et donc, ils mettent beaucoup de pression sur les entreprises et maintenant, ils ont les moyens de la donner. Puisque on a quitté, pour le moment, j'espère que ça va durer, le chômage de masse. Mathieu. C'est un phénomène qui a existé même en temps de crise, que les Américains résument avec les 3D, enfin, je parle sous votre contrôle, les boulots dirty, dangerous et demanding, c'est-à-dire ce qui est sale, ce qui est dangereux et ce qui est soit dans des conditions dégradantes, tout ce qui demande beaucoup. Vous prenez des secteurs comme la boucherie industrielle, il y avait des pénuries de main-d'œuvre, personne ne voulait y aller, d'une certaine façon, les travaux publics aussi. Ce qui est nouveau à mon sens, c'est que ça touche aujourd'hui beaucoup plus de secteurs parce que il y a eu cette période du confinement où peut-être qu'on a comparé, mais tout le monde s'est aussi interrogé sur sa propre existence d'une certaine façon et d'une certaine façon sur le rôle qu'on remplit dans la vie, puisque tout d'un coup, plus personne n'allait bosser en se disant mais qu'est-ce que je fais de ma vie, à quoi bon ? Enfin, ça renvoyait chacun à des questions existentielles quand même pendant les 2 premiers mois, en tout cas, du premier confinement. Et c'est vrai que cet aspect un peu automatique, mécanique de je remplis ma case, je fais la tâche qu'on me demande, maintenant suscite des interrogations. Et alors la conjoncture économique fait qu'en plus, on peut comparer, on peut se dire c'est vrai, pourquoi pas faire autre chose après tout. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect quasi
philosophique ou culturel qui a été lancé pendant cette crise Covid. Je me tourne vers Jean-Claude Lavorel parce que le secteur CHR Café, hôtellerie, restauration est évidemment l'un des plus frappés par cette pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé la semaine dernière, il manque encore 150 000 personnes pour l'été, c'est ça? Vous en êtes à ce constat aussi? C'est à mon avis beaucoup plus même. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus quand on compte tous les saisonniers que nous devrions avoir. On arrive à des... Nous, personnellement, moi j'ai une douzaine d'hôtels environ. Nous avons, il nous manque pas loin de 100 personnes, ce qui fait quand même beaucoup parce que ça veut dire que c'est pas loin de 10 par hôtel. Et c'est surtout sur des postes... Alors, on n'est pas tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Moi, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qui a été dit parce que ce n'est pas dans les jobs, on va dire, les plus simples, les plus faciles à réaliser, comme par exemple les femmes de chambre. On n'a pas de problème. Les équipiers, les gens qui font le ménage, les plongeurs, nous n'avons aucun problème de recrutement pour ces types de postes. En revanche, pour tout ce qui est restauration, et qui demande quand même un petit peu de qualification. Alors, je ne parle pas de la cuisine, où ça demande beaucoup de qualification, mais pour le service en particulier, là, on manque véritablement il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit par rapport à la recherche d'une meilleure qualité de vie au travail. C'est la raison pour laquelle, si vous le voulez bien, je peux parler de ce que nous avons réalisé récemment. Nous avons mis en place un questionnaire que nous avons adressé à l'ensemble de nos équipes, de nos salariés, avec un certain nombre d'items qu'on leur a demandé de classer. Ils ont classé ces items et nous avons repris les principaux items, ceux qui arrivaient majoritairement en demande de nos équipes. Alors, en demande de nos équipes, il y avait bien évidemment l'argent, ça c'est normal. Je vous rappelle simplement qu'on a eu un ajustement des minima sociaux au mois d'avril, qui a été quand même pour nous une augmentation significative déjà de salaire. On a mis en place, donc, pour répondre à leurs attentes, nous avons mis en place un système d'intéressement, c'est-à-dire que chaque établissement chaque salarié touchera un intéressement au résultat de son établissement, qui seront normalement... Et puis aussi, pardon, je vous interromps, mais peut-être parce qu'on ne va pas pouvoir tout dérouler, mais il y a aussi... et c'est vraiment intéressant parce que par essence, le métier que vous faites, c'est des métiers où vous travaillez quand vos clients sont en vacances ou alors profitent le soir, etc. Et vous proposez des primes pour le travail le week-end, le soir. C'est donc l'essence même du métier qui nécessite une prime, si je comprends bien. Oui, parce que ça revenait également dans le questionnaire, c'est-à-dire le problème des week-ends, du travail le week-end, les problèmes des coupures, parce que vous savez que dans certains établissements, hélas, on ne peut pas faire, on n'a pas les moyens et la quantité de travail suffisant pour avoir un travail continu. Donc on est obligé de faire des coupures en restauration, c'est-à-dire que le salarié s'arrête vers 15h, 15h30 et reprend vers 18h30. Et là, on a proposé des systèmes de primes. Ajouté à tout ça, on a également amélioré la qualité de vie au travail. On propose des massages, on propose de la réflexologie plantaire aux salariés, tout ça pris sur leur temps de travail, bien évidemment. Hein. On ne leur enlève pas de leur salaire. Voilà, donc ça leur permet quand même, à la fin du mois, pour tous ceux qui font des week-ends, qui travaillent, qui ont des primes coupures, etc., d'améliorer de 200, 300 euros leur salaire. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant. Vous restez avec nous pendant tout ce débat, évidemment, Jean-Claude Lavorel. Mais je trouve ça vraiment passionnant, Maëlys Igbigi, parce que c'est presque le modèle économique de certains secteurs qui est alors c'est vrai aussi avec la transition écologique évidemment, mais c'est lié hein, quand on parle de recherche de sens de la part des salariés, souvent ils regardent quel est le bilan RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Enfin, il y a tout ça qui se mélange en fait. Est-ce que ça peut aller jusqu'à un changement de modèle économique parfois pour répondre à cette demande des salariés ou des futurs employés? Est-ce que vous diriez ça? Alors, je ne sais pas si je trancherai cette question, mais simplement peut-être rappeler en fait que aujourd'hui, avec cette histoire de grande démission, on met l'accent sur les démissions, mais cette quête de meilleures conditions de travail et de sens au travail, elle date d'avant. En fait, on avait déjà des enquêtes de 2013-2016 de la DARES qui nous disaient que la meilleure façon de trouver de meilleures conditions de travail, c'était de changer d'emploi.
et que un prédicteur en fait de la démission, du changement de métier, c'était la perte de sens. Donc trouver que son travail ne permet pas de se réaliser et n'a pas de sens d'utilité sociale, voire contrevient à ses valeurs personnelles et professionnelles. Donc après, la question qui se pose, à mon avis, c'est celle de l'organisation et des conditions de travail. Alors, est-ce qu'il faut remettre tout le modèle économique ? Peut-être, mais en tout cas, à plus court terme, c'est, à mon avis, les conditions de travail et l'organisation du travail. Un autre chiffre à vous proposer dans ce débat sur les intentions d'embauche. Le Pôle emploi parle de besoins en main-d'œuvre. Plus de 3 millions, plus 12% par rapport à 2021. Plus de 3 millions, sont les chiffres 2022. Et ce qui est intéressant, c'est 71% de ces intentions d'embauche en CDI ou en contrat de plus de 6 mois. Stéphanie Miller, est-ce que le CDI ne suffit plus à séduire un employé aujourd'hui ? Pour le jeune, non, en fait, c'est plus un critère. Ouais. Enfin, je caricature parce que tout le monde. Mais là, c'est un peu la nouveauté, c'est-à-dire que le jeune diplômé qui a des valeurs à défendre, parce qu'il y a des jeunes diplômés qui n'en ont pas encore. Tout le monde n'a pas, c'est pas majoritaire non plus, mais celui qui veut défendre ses valeurs, en fait, va considérer que son contrat de travail et son salaire ne sont pas prioritaires par rapport à l'utilité dans son travail et sa capacité à apporter sa pierre à l'édifice, notamment en matière de respect de l'environnement. N'empêche que pour les emplois peu qualifiés, la rémunération reste quand même un critère essentiel, en particulier dans ce contexte qui est spécial, avec une inflation qui devient galopante. Donc, lorsque il y a il n'y a pas d'adéquation entre l'offre et la demande, eh bien, pour réussir à embaucher les personnes, en général, augmenter fortement les salaires, ça peut être un critère qui arrive à convaincre ceux qui, en particulier les emplois peu qualifiés. Benoît Serre, il faut augmenter les salaires, c'est peut-être le préalable, mais ça ne suffit pas. Non, je pense que ça ne suffit pas. Alors c'est vrai que le contexte d'inflation, il génère beaucoup de débats, mais ce qui est évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je suis plus par... Alors l'affaire des salaires, c'est une affaire conjoncturelle d'inflation, ça se verra après. Mais le vrai sujet, et vous l'évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire que avant, et vous avez tout à fait raison, ça fait des années qu'on sait que la qualité de vie au travail, le management par là, tout ça, on sait que c'est ce que les gens veulent. C'est qu'on ne le faisait pas, il n'y a pas de pression, on ne le faisait pas. Maintenant, ils n'ont plus le choix, sinon ils n'en viennent pas. Mais vous avez aussi, je crois, un truc qui monte, d'ailleurs qui a été repris par le président élu, suite à une proposition du MEDEF, de retravailler quand même ce qu'on appelle le partage de la valeur. Je pense que ça, c'est très important. Dire que les gens, le salaire dans lequel vous rentrez, c'est pas lui qui va créer votre engagement. Il va vous convaincre de venir parce que vous avez des contraintes économiques, parce que peu importe, mais c'est pas ça qui va vous faire rester. La guerre des salaires, ça ne marche pas. À la fin de l'histoire, les gens s'en vont. En plus, vous avez une relation au CDI qui est en train de se distendre un tout petit peu. Alors c'est assez limité en France, contrairement à d'autres pays, parce que toute la société est organisée autour du CDI. Pour avoir un logement, pour emprunter de l'argent, pour acheter une voiture. Donc quand vous êtes avec votre CDI, tout d'un coup, vous perdez un certain nombre de choses. Dans d'autres pays, on parle beaucoup du bico des États-Unis, mais parce que le marché du travail est beaucoup plus fluide, en fait. Ici, c'est pas fluide du tout. Donc vous avez ce phénomène-là, mais je crois qu'effectivement, les entreprises, je sais pas si c'est un changement de modèle économique, mais c'est certainement un changement du rapport au salarié et de l'inclusion du salarié dans l'entreprise, son succès ou pas son succès, d'ailleurs. C'est la question du partage de la valeur qui va revenir très fort. Aujourd'hui, il y a 50% à peu près des salariés français qui ont accès à l'intéressement participation. J'ai vu que le gouvernement avait des projets, enfin le gouvernement ne sait plus, mais devrait avoir des projets pour essayer de faire progresser ça, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Oui. Parce que ça, ce sont des éléments qui créent un lien différent que celui du lien de subordination ou de hiérarchie ou de salaire entre l'entreprise et son salarié, parce que ça donne du sens à une part de son travail, puisqu'on lui en renvoie une partie. Et puis le dernier point là-dessus, moi je crois quelque chose que nous avons tous, et je me mets dedans, oublié, c'est que les gens sont extrêmement sensibles à la qualité du travail qu'ils font. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils ne comprennent pas où ils sont dans la chaîne de valeur, si on leur dit pas, voilà pourquoi ce que vous faites est essentiel pour celui d'avant et celui d'après, et on a trop travaillé, pas trop, c'est mal dit, mais on s'est beaucoup focalisé sur la qualité de vie au travail et pas assez sur la qualité du travail.
Or, c'est la qualité du travail qui génère le plus d'engagement quand les gens comprennent ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des phénomènes où on ne trouve pas des gens dans des métiers qui sont pourtant ni sales, ni durs, ni mal payés. En finance, c'est épouvantable. En RH, c'est épouvantable. Autrement dit, le rapport a changé et je pense que le rapport, il vient aussi de votre rôle est important, on vous forme à ça et on vous reconnaît par ça via le partage de la valeur. Mais vous avez raison qu'il faut que la société se réadapte, à commencer par les employeurs, que ce soit sur le partage de la valeur ajoutée, qui a quand même été très défavorable au travail sur les 20, 30, 40 dernières années, et sur ce que vous disiez sur la flexibilité, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une époque où le MEDEF réclamait toujours plus de flexibilité, et le MEDEF, la Fédération française des banques, n'ouvrait pas de compte en banque pour les gens en CDD. Donc il y avait un hiatus, une dissociation de la personnalité. On ne peut pas faire supporter tout le poids de la flexibilité aux seuls salariés. C'est vrai que ça va être une remise en cause culturelle profonde. Jean-Claude Lavorette, je reviens vers vous, parce qu'effectivement, vous avez mis en place ce plan d'intéressement des salariés, mais bon, vous pouvez vous le permettre. Tout le secteur du CHR, enfin de la café, hôtellerie, restauration, ne peut pas se le permettre. Oui, mais c'est là où ce que vient de dire monsieur est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on donne un sens à nos équipes. Moi, j'ai pour habitude, j'ai toujours communiqué sur le chiffre d'affaires, les objectifs, la rentabilité, tout ce qui concerne une entreprise. En réalité, je trouve que faire participer les salariés, c'est aussi leur indiquer pourquoi ils travaillent, dans quelle entreprise ils travaillent. Et un indicateur important dans notre métier, c'est le taux de satisfaction de la clientèle. Et ça, aujourd'hui, on sait qu'il est mesuré, il est sur Internet. Donc s'il évolue, on dit bravo aux salariés. S'il diminue, on essaie de comprendre pourquoi. Et donc, le fait de leur suivre, de les informer en permanence du chiffre d'affaires, de la rentabilité, ça leur permet de comprendre que le gâchis, c'est fini. Si on peut éviter de jeter, de mettre des trop grosses assiettes, d'avoir un gâchis en général, pas que sur la consommation alimentaire, mais c'est à tous les niveaux. L'eau qui coule et qu'on laisse couler. Je peux vous prendre 250 exemples. Et chez nous, on s'est intéressé depuis un moment, pas mal de temps même, au RSE. Donc on a responsable on a une team, Green Team, et on a dans chaque établissement un responsable de cette team, qui est un correspondant pour les différents hôtels. Donc c'est un suivi, c'est global, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien aux économies d'énergie qui vont générer indubitablement aussi à terme un peu de profit ou moins de pertes, et comme ça on arrive à des résultats qui sont très satisfaisants. Alors je ne vais pas vous donner ici, n'est pas le propos de nos résultats, mais je pense que par rapport au secteur en général, on a un taux de satisfaction de nos clients qui est élevé, et une rentabilité qui est très bonne. Et ça, les salariés le savent. Et quand je leur parle d'intéressement, et que je leur dis que je souhaite partager, moi, le résultat de leur établissement entre tous, s'ils sont 100, s'ils sont 150, on partagera une grosse partie de ce résultat, parce qu'on ne partage pas tout, vu qu'il faut quand même garder du cash pour les travaux, l'entretien d'un établissement et son amélioration, mais une grosse partie, ça donne un sens. Ils savent pour qui ils travaillent, ça pourquoi ils travaillent, et ils suivent une entreprise. Je reprends la main, pardon de vous interrompre, Jean-Claude Lavorelle, pour parler, vous l'avez évoqué, la question des jeunes diplômés de l'université ou des grandes écoles. Certains refusent le destin tout tracé. Alors il y a une séquence qui avait marqué évidemment, elle date, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 30 avril dernier, ces ingénieurs agronomes d'AgroParisTech qui prennent la parole lors de la remise des diplômes. Regardez. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
Alors depuis, on a vu des séquences peut-être moins radicales, mais un peu similaires à Polytechnique ou à HEC. Maëlys Zig-Bigi, comment vous interprétez ces prises de parole? Est-ce que c'est même presque la valeur travail qui est un peu remise en cause d'une certaine façon? Alors moi, je trouve ça tout à fait réjouissant de les réentendre aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est la valeur travail. Je pense que ce qu'ils racontent démontre un très fort attachement à la valeur travail. Et simplement, peut-être qu'ils ne veulent plus consentir à un travail qui, pour eux, n'a pas de sens, qui est potentiellement exercé dans de pas très bonnes conditions ou pour des rémunérations pas très élevées. Bon, ce qui n'est probablement pas leur cas, eux, diplômés d'AgroParisTech. Mais on peut leur rétorquer que pour faire évoluer ces entreprises, il faut y entrer. C'est l'un des reproches qui a été fait après cette séquence. Changer de l'intérieur ou rester à l'extérieur, mais bon, je pense que ça interroge. C'est au-delà de la valeur travail, l'interrogation qui est portée par ces jeunes. Je pense que ça nous redit en fait que pour eux, le travail, c'est construire une société que nous apprécions, avec des valeurs qu'on chérit, qu'on souhaite, c'est participer à la construction sociale, en fait, puisque le travail est au cœur de l'activité sociale. Et en fait, eux se rendent compte que les boulots qu'on leur propose ou auxquels ils sont plutôt destinés vont pas dans ce sens-là d'après eux, et donc ils veulent plus consentir à ça. Est-ce que, Benoît Serre, c'est une remise en cause peut-être de la grande entreprise, parce que c'est un peu ça aussi, ils ont été faire des choix, si on rentre un peu dans le détail, on n'a pas pu mettre toute la séquence, mais de micro-entreprises, de structures beaucoup plus coopératives, etc. Est-ce que c'est pas un rejet du CAC 40, quoi, vous voyez, je schématise un peu volontairement. Hein. Oui, moi j'ai eu la chance de les rencontrer, en fait, après. Vous discutez, c'était intéressant. Donc je pense qu'il y a une part de ça. De toute façon, c'est pas nouveau que les grandes entreprises sont moins attractives. On a l'impression que c'est des machines très inhumaines. Ça. Donc ça, il y a un travail à faire là-dessus. Après, moi j'ai bien écouté, puis ça a été repris dans d'autres écoles depuis, cette espèce de phénomène de buzz là qui est parti. C'est intéressant de les écouter. Ce qui me gêne un peu, c'est ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait... c'est une logique de tribune politique, alors que moi je parle d'entreprise, je parle d'emploi et je parle d'orientation sociale. C'est un peu le défaut du système. Moi, je n'ai rien contre, je dirais au contraire, chacun est libre d'exprimer, mais du coup, ça nuit un peu. Ça nuit un petit peu à la portée du message. J'en ai vu plein d'autres, des gens, parce qu'évidemment, dans notre entreprise aussi, les gens sont très sensibles à ça, ils viennent nous en parler, ils nous demandent vous faites quoi, quels engagements vous prenez, etc. Et donc ça, c'est très important. Mais en étant dans le système, à nous d'apprendre. Quand on recrute un jeune, souvent il nous dit « mais en fait je suis trop bas dans la hiérarchie pour que vous m'écoutiez sur ces sujets-là ». Donc ça, c'est un vrai travail de l'entreprise, d'aller chercher et de dire « c'est pas parce qu'ils sont jeunes diplômés, qu'ils viennent d'arriver, etc. qu'ils sont là pour exécuter et pas pour donner des idées. » Donc ça, c'est des structures, c'est de l'organisation interne, ça, pour faire remonter les idées même des plus jeunes. Je crois plus à ça. Et dans les jeunes AgroParisTech, dont le discours était assez fort, à la fin de l'histoire, si vous n'avez pas mis tout, parce que c'est assez long, en fait ils sortent du jeu. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'on change le jeu en étant à l'extérieur. En étant à l'extérieur, c'est un peu... Donc, moi, je pense qu'en revanche, que les entreprises ont une responsabilité d'intégrer ce genre de phénomène pour dire, changez vos modèles, écrasez vos hiérarchies, faites attention, parce que sinon, vous allez développer tout un tas de comportements de gens qui disent, mais nous, on est prêts à vous aider, on est prêt à ce que vous preniez plus fortement conscience, que vous preniez... Mais sauf que vous ne nous écoutez pas, parce que vous êtes dans votre modèle hiérarchique. Et pour finir sur les grandes entreprises, j'en ai pour 1 minute, je vous promets, c'est que elles sont très organisées de manière pyramidale. Or, moi, quand je rencontre ces jeunes, notamment dans la tech, mais pas que, ils ne sont pas intéressés par les carrières pyramidales. Ils sont intéressés par changer de projet de manière régulière. Et ça, pour nous, entreprises, c'est une sacrée question, parce que, comme on évoquait une évolution du modèle de relation avec le salarié par rapport aux bénéfices d'entreprise ou à la participation de ses résultats, il faut aussi qu'on arrive à travailler sur des modèles d'organisation beaucoup plus écrasés, parce que la pyramide ne fait plus rêver. Et je vais vous donner un chiffre, une enquête qui avait été menée par la NDRH et le BCG il y a 2 ans. On avait interrogé en Europe, c'est Boston Consulting Group. On avait interrogé en Europe 4000 jeunes non-managers en leur demandant qui voudrait devenir manager. 15% ont répondu « je veux devenir manager ». C'est-à-dire que vous avez 85% des non-managers, c'était sur 4 pays d'Europe, dont la France, qui disent « moi, ça ne m'intéresse pas de monter dans la pyramide ». Ça, c'est vraiment interrogeant sur les organisations d'entreprise. Parce qu'ils voient parfois la pression qui est mise sur les cadres intermédiaires, qui sont leur N+1 direct. S'ils la voient, c'est qu'elle doit exister. Oui. Stéphanie Villers, c'est un mouvement de fond, ça rejoint, hein, parce que si on en parle dans ce débat, c'est qu'on finalement on se pose la question du sens du travail, des raisons pour lesquelles les salariés sont en train de démissionner pour certains ou entre 2 jobs pour d'autres. C'est la même logique qui est à l'heure. Est-ce que vous diriez que c'est un mouvement de fond ? Ah oui, c'est une véritable lame de fond, et moi je pense qu'au contraire, ça remet
notre modèle néolibéral en question, parce que derrière, en fait, c'est la consommation de masse qui est remise en cause par ces jeunes. Ils vont vers une consommation plus responsable, plus locale, moins polluante. Dans leur discours, ils se disent que produire en polluant pour permettre une partie infime de la population de s'enrichir, alors que les dégâts environnementaux vont être payés collectivement, ça, le modèle ne peut plus fonctionner. On est dans une planète de moins en moins habitable. Donc les jeunes, c'est quand même le pouvoir de demain. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière et qu'il va bien falloir pour les grands groupes et les petits groupes de s'emparer de la problématique des jeunes, parce qu'une entreprise, elle a pour vocation de vendre ses produits, de faire du chiffre d'affaires et vendre ce produit. Si derrière, eh bien, ceux qui achètent en général, ce sont les plus jeunes. S'il y a ce blocage à la dépense pour ce type de produit, là, ça va poser un problème et une remise en cause des petits et des plus grands groupes. Alors, vous connaissez le dicton, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Est-ce vrai aussi en matière d'emploi? Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre de nouveau. Rebonsoir Steve, vous êtes intéressé à ces Françaises et ces Français qui ont démissionné et qui le regrettent. Oui, c'est une enquête qui a été menée entre décembre 2021 et janvier 2022 sur près de 2000 employés qui ont rendu leur tablier, enquête réalisée par la société Morning Consult. Regardez ce chiffre éloquent, 63% des Français qui ont quitté leur travail pendant la pandémie affirment avoir démissionné trop rapidement. Ils regrettent d'avoir quitté leur job, alors même, disent-ils, que cette décision a été très difficile à prendre. À noter, Thomas, que l'enquête a été menée dans plusieurs pays, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, et c'est bien en France que ce chiffre est le plus élevé. Les Français démissionnaires sont mélancoliques, d'autant plus que seulement un tiers d'entre eux ont retrouvé du travail après leur démission. Ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'en France, on est champion de la démotivation selon cette même enquête. Quand on demande aux Français pourquoi ils ont démissionné, la réponse qui revient le plus souvent, c'est le manque de valorisation, le mauvais management de leur patron, un argument qui est très spécifique à nous Français. Est-ce que les patrons français sont eux aussi mélancoliques? Oui, les chefs regrettent leurs anciens salariés. Selon cette enquête, près de 3/4 des managers français seraient enclins à réembaucher ceux qui sont partis pendant la pandémie. Une donnée qu'il faut quand même un peu nuancer. Toujours selon cette même enquête, seulement un patron sur 5 se dit prêt à réembaucher tous les salariés qui sont partis. Puis je termine avec ce chiffre, il est intéressant, on est les champions de la double démission, Thomas, puisque parmi les Français qui ont démissionné depuis le début de la pandémie, près de la moitié d'entre eux ont démissionné une deuxième fois, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé un poste, puis ont à nouveau jeté l'éponge dans la foulée. 49%, c'est quand même 2 fois le taux des autres pays européens, encore une exception française. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Quand on discute, Stéphanie Villers, avec des patrons de sociétés d'intérim, ils décrivent des chercheurs d'emploi qui sont passés maîtres dans l'art de jongler avec leur droit au chômage. C'est-à-dire, ils acceptent plusieurs missions, ils cumulent suffisamment d'heures, ils retournent à Pôle emploi pendant 3 ou 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça dans le phénomène qu'on est en train de vivre? C'est-à-dire des Français on a un système qui existe, qui est protecteur, c'est très bien, et qui ont appris à en jouer le plus possible. Alors, je ne sais pas si en France, on en joue plus qu'ailleurs. Effectivement, aussi, l'intérim, c'est aussi s'adapter à des contrats plus courts, voire très courts. Alors, est-ce qu'ils profitent de ça ou ils subissent ça? La question a besoin d'être clairement posée. Parce que lorsqu'on demande à ces salariés, est-ce que vous préféreriez avoir un emploi fixe, style CDI? La grande majorité disent oui. Donc l'intérim, ça reste quand même un emploi précaire, avec pour la grande majorité d'entre eux, un espoir de retrouver un emploi type CDI. C'est par définition difficile à évaluer, Maëlys Bigy, mais est-ce que je fais le lien, est-ce que le travail au noir est en progression en France? J'essaie de trouver des explications au phénomène qu'on décrit depuis le début de ce débat. Alors là, vous me posez vraiment une colle. Oui, je sais bien, par définition, il est très difficile à évaluer, quoi. Vous me posez vraiment une colle, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, les secteurs qui sont le plus travaillés dans l'intérim, c'est aussi les secteurs où il y a les moins bonnes conditions de travail, où les atteintes à la santé sont les plus fortes. Et du coup,
jongler entre des périodes d'activité et de non-activité, c'est aussi en fait fait pour préserver sa santé et conserver, enfin reproduire la force de travail en fait. Donc on peut aussi voir ces périodes de travailler, non travailler sous l'angle de la santé, tout comme en fait il y a des emplois qui sont difficilement soutenables même en CDI parce qu'ils sont trop difficiles en fait à tenir. Benoît Serre, vous parlez de ghosting, d'espèce de candidat entre guillemets fantôme. C'est-à-dire c'est quoi le phénomène? C'est un phénomène qui n'existait jamais, qui s'est beaucoup amplifié. On le constate. Moi, j'ai parlé avec mes confrères, mes consoeurs de la NDRH, et tout le monde le constate. C'est le fait que vous rencontrez un candidat une fois, 2 fois, 3 fois. Vous lui faites une proposition, vous n'avez plus de nouvelles. Il disparaît. Il vous répond jamais finalement. Alors que vous lui avez fait une proposition, vous l'avez vu 3 fois. Et ça, c'est un phénomène qui, pour le coup, est en train de monter extrêmement fort les entreprises. J'avoue que beaucoup de gens sont assez désemparés. Un peu rapidement, ils en déduisent que ce ne sont pas des gens sérieux, mais je pense que c'est un vrai sujet. Pour vous faire sourire, il y avait un DRH avec qui je discutais qui me disait ça en étant totalement outré. Donc je lui ai juste demandé s'il avait répondu à tous les CV qu'il avait reçus depuis une vingtaine d'années et que donc c'était une forme de juste retour des choses. Oui. Par contre, sur les chiffres qui ont été donnés par votre confrère tout à l'heure, c'est intéressant de constater que ça, c'est d'une traduction du rapport au travail, ces chiffres-là. Mais clairement, c'est ça qui est intéressant. C'est que le jeu est en train de changer, personne ne sait très bien comment il va s'établir, il est hyper instable. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entreprises sont en train de mettre en place 2 choses. Une chose qui existait déjà, qui est la cooptation, c'est-à-dire qu'ils passent par leurs équipes pour faire venir des gens, pour créer un lien différent de celui du lien habituel. Et la deuxième chose, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui commencent à mettre en place des systèmes de boomerang, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher des gens qui ont démissionné en leur disant « Ok, tu t'es loupé, c'est dommage que tu sois parti, on te propose de revenir. » Il n'y a pas forcément d'augmentation de salaire à la clé. Et ça marche plutôt pas mal. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre chiffre qui a été donné, qui est que la France est quand même très élevée en termes de « je regrette d'être parti », c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est parce que vous vous rendez compte que quand vous sortez du marché légal, contractuel du travail, vous payez la facture directe. Sur tout un tas de sujets, on l'a évoqué tout à l'heure, votre logement, vous n'êtes pas viré de votre logement, mais vous avez des problèmes pour avoir des tas de sujets. Et ça, je pense que de même que pour la participation intéressement, je pense que ça, c'est un sujet dont les pouvoirs publics devraient se saisir, parce que ça bloque le marché du travail plus que ça ne le protège. Dernier thème, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Cette pénurie de main-d'œuvre va-t-elle changer le regard de la société française sur l'immigration? Écoutez ce que disait le président du MEDEF sur l'immigration économique. C'était le 1er juin dernier sur France Info. Sur le long terme, les pays européens, dont la France, vont devoir réfléchir sérieusement à l'immigration économique. On est une population vieillissante, c'est comme ça, la France d'ailleurs un peu moins que les autres. On a un système de protection sociale qui repose sur le travail, c'est les cotisations de ceux qui travaillent qui payent les prestations sociales, notamment les retraites. Et donc si on a de moins en moins de jeunes qui travaillent, c'est juste mathématique. Moi, ma conviction profonde, c'est que pour résoudre les problèmes d'intégration qui existent et qu'on ne peut pas nier, le travail, c'est la meilleure solution. Jean-Claude Lavorel, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, vient de signer, je crois que c'était le 30 juin, le principe d'un recrutement de saisonniers avec la Tunisie. Alors, j'ai l'impression que ça intervient un peu trop tard pour cet été, mais sur le principe, c'est une piste, quoi. Vous dites quoi, évidente à creuser? Il n'y a pas d'autre solution? Oui, alors... Ouais, moi, de ce que j'en sais, de ce qui m'a été dit, c'est que cette piste, elle va être mise en place pour 2023 et non pas pour 2022. Donc, je crois que les accords qui ont été signés avec le gouvernement tunisien, c'est pour l'an prochain. Pour revenir sur ce qui a été évoqué par le président du MEDEF, en réalité, nous, on fait appel déjà à une main-d'œuvre parfois polonaise, roumaine, et ça ne nous pose pas de problème. On essaye d'avoir des traducteurs quand il le faut. Enfin, je voudrais, si vous le permettez, revenir sur ce qui a été dit en matière de management. Une des grandes problématiques quand même que nous rencontrons, alors bien évidemment, il y a le dirigeant. Le dirigeant, il ne fait pas tout dans une entreprise. Moi, je sais que je communique beaucoup, je suis au milieu de mes équipes. Néanmoins, il y a des managers intermédiaires. Dans notre métier, c'est le directeur d'hôtel, directeur de la restauration, etc. Et c'est là où il y a sûrement un manque de formation, parce qu'on a encore, et nous c'est notre faiblesse, et on s'en rend compte, et on essaye de les améliorer, des managers à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ne font pas participer leurs équipes, ils sont
ils communiquent peu, ils sont dans un système, surtout dans l'hôtellerie et la restauration, et en particulier la restauration, qui est un peu vieillissant et qui sont les méthodes d'il y a 20, 30 ans. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour les écoles, etc., pour le management intermédiaire. C'est-à-dire que le manager de l'entreprise ne décide pas tout, il n'est pas tout le temps présent au milieu de ses équipes. Donc c'est eux qui impulsent et qui communiquent ce que nous mettons en place. Enfin, je voudrais revenir sur le parrainage et je trouve une très bonne solution puisque nous-mêmes, nous avons mis ça en place il y a environ 3-4 ans. Chaque salarié qui nous parraine une de ses connaissances ou dans son réseau, peu importe, doit recevoir au bout de 6 mois. Il faut quand même que celui qui l'a parrainé reste au moins 6 mois. S'il reste très peu, ça vaut pas. Enfin, il y a un problème. Et au bout de 6 mois, il touche une prime qui est quand même significative et qui leur plaît beaucoup. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci. Je dois vous interrompre, pardon, c'est la fin de l'émission. Merci d'y avoir participé. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. À très bientôt sur Public Sénat.